Monsieur Fluteau, donc vous êtes thérapeute depuis maintenant plus de 20 ans. Au cours de vos expériences et avec toutes les patients que vous avez rencontrés, vous avez mis au point le concept de l'enfant gigogne, que vous avez expliqué une première fois dans un livre que vous avez appelé l'enfant gigogne. Puis vous avez écrit un second livre qui s'appelle Au cœur des relations d'aide, qui est un peu plus destiné aux thérapeutes. Et vous avez publié dernièrement, en avril 2017, Tout se joue avant la naissance, où là vous expliquez comment les traumas vont s'ancrer directement au niveau fœtal pour ensuite se manifester à répétition, éventuellement toute la vie durant si on ne fait rien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que le concept de l'enfant gigogne? Oui. Eh bien, le concept d'enfant gigogne, comme son nom l'indique, enfant gigogne, est d'abord un concept métaphorique qui est inspiré de la configuration en fait des poupées gigognes et qui en fait veut donc exprimer métaphoriquement comment il peut y avoir en nous à certains moments des nous-mêmes blessés du passé et qui peuvent correspondre à cette plus petite poupée gigogne qu'il y a à l'intérieur de la plus grande. Et comment cette toute petite poupée gigogne à l'intérieur de la plus grande peut venir se réveiller justement et se manifester pour cette grande poupée gigogne que nous pouvons être à différents moments de nos vies d'adultes. Et cette petite poupée gigogne, que j'ai appelée donc l'enfant gigogne, résulte d'une expérience traumatique qui a pu être vécue au cours de la petite enfance ou au cours des tout débuts de la vie, après la naissance ou pendant la naissance, ou au cours de la vie intra-utérine. Qu'est-ce que ça peut être comme genre de trauma et comment ça... Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, parce qu'on entend beaucoup parler de trauma, mais les gens ne savent pas toujours en quoi un trauma qui a été vécu il y a 30 ans peut encore agir sur nous maintenant. Comment un trauma se met en place? Qu'est-ce qui fait que là c'est traumatique et là ça ne l'est pas? Et en quoi ça va amener des syndromes de répétition et du coup des choses qui ne sont pas forcément heureuses dans la vie? Oui. C'est quelque chose qui est très subjectif, en fait, le trauma. Le trauma, il n'est pas tant directement lié à l'expérience factuelle vécue par la personne, mais à la façon subjective et émotionnelle dont l'expérience est vécue. Et donc la plupart du temps par l'enfant. Donc c'est pas forcément un énorme trauma qu'on juge énorme, ne sera pas forcément vécu de la même manière. Quelquefois ça va être une toute petite chose, mais qui a été très dure pour l'enfant. Totalement. Voilà. C'est relatif, on peut avoir des personnes qui, enfants, ont été dans des situations de guerre, être confrontées à des bombardements, et qui ont vécu ces situations-là en étant relationnellement avec des adultes où ces enfants ont pu se sentir en sécurité avec ces adultes. Donc ça a temporisé le... Voilà, et où cette expérience pourra être beaucoup moins traumatisante qu'un enfant à un moment donné, je ne sais pas, qui a pu voir se refuser un morceau de chocolat ou un jouet. Quelque chose qui peut paraître totalement anodin, mais qui a pu être extrêmement douloureux pour l'enfant. Et pourquoi cet enfant-là qui s'est fait refuser le morceau de chocolat, ça serait plus dur pour lui? Qu'est-ce qui lui a manqué éventuellement pour qu'il ait pu encaisser, on va dire, cette mauvaise nouvelle? Souvent, ça va être lié à la signification que l'enfant, mais ça peut être un adulte aussi, mais la signification que l'enfant va mettre sur ce comportement-là, sur ce refus-là. Et c'est à cette signification, en fait, que l'enfant va réagir. Et la plupart du temps, bien évidemment, la signification que l'enfant va mettre sur ce refus va être en lien avec un marquage antérieur, qui peut être de l'ordre de ne pas se sentir reconnu, accepté ou aimé, et qui souvent donc est en lien avec des premiers vécus qui remontent à la vie intra-utérine. Ou tout au long de la vie intra-utérine,
le besoin absolument fondamental, vital et essentiel du bébé fœtus, c'est de se sentir aimé, accepté pour ce qu'il est. Et ce qui fait que pour que tout cela soit véritablement existe subjectivement pour le bébé fœtus au cours de la vie intra-utérine, c'est à peu près les mêmes probabilités que de gagner au loto, dans la mesure où tout naturellement aussi, des parents vont pouvoir avoir une préférence d'avoir une petite fille plutôt qu'un garçon, ou un garçon plutôt qu'une petite fille, ou c'était pas vraiment le moment pour les parents ou la maman d'avoir un enfant à ce moment-là, mais il est là, ou alors les parents vont mettre des enjeux très importants en espérant que cet enfant va leur permettre soit de les maintenir ensemble ou de réaliser des choses qu'eux-mêmes n'ont pas pu réaliser, ou venir remplacer une personne qui est décédée dans l'environnement familial. Donc des enjeux bien évidemment que le bébé fœtus va percevoir, pas uniquement au niveau des perceptions, on pourrait dire sensorielles, physiques qu'il peut avoir, mais aussi sur bien d'autres plans. Et donc c'est ce fait-là de ne pas se sentir accepté pour ce qu'il est qui va créer un premier marquage. C'est vraiment le besoin de l'enfant de base et fondamental, c'est ça. C'est d'être accepté pour ce qu'il est et reconnu. C'est vraiment ça, énorme, qu'on retrouve tout le temps dans les situations que les personnes vont pouvoir explorer et reconnecter, et qui sont véritablement à la source de leurs difficultés présentes et de leurs problèmes présents. Ouais. Et donc dans la thérapie que vous avez développée, qu'est-ce qui va différer d'une thérapie classique, d'un psychothérapeute ou voire d'un psychanalyste ? Ce qui va différer d'une thérapie classique, c'est que dans le travail qui se fait, il va y avoir des séances où on va travailler non pas comme on se trouve ici, où on va travailler la personne au travail étant accompagnée à partir d'un travail de relaxation dans un état léger, l'état modifié de conscience, qui lui permet de pouvoir traverser, dépasser les limites de la barrière amnésique à laquelle on est tous confrontés, c'est-à-dire que toutes les personnes n'ont généralement pas de souvenirs avant la période des 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, tout ça. C'est un peu variable suivant les personnes, mais en général 2-3 ans. Donc en état de conscience ordinaire, nous n'avons pas de souvenirs conscients de notre toute petite enfance, de notre naissance et de notre vie intra-utérine. Par contre, lorsqu'on est dans un état de relaxation et qu'on est accompagné, on va dire de façon appropriée pour cela, alors on peut accéder à la mémoire non consciente. Donc, ce qui veut dire que, et ça me semble vraiment important, qu'il est important de bien différencier, distinguer qu'il y a 2 types de mémoire. Il y a la mémoire consciente et il y a la mémoire non consciente. Il est relativement facile d'accéder à la mémoire consciente, à du matériel qui est là où on peut y accéder facilement, mais tout ce qui relève des périodes en deçà des 2-3 ans, de la toute petite enfance, des premiers jours et semaines de vie, de la naissance et de la vie intra-utérine, toutes ces expériences-là ont bien été stockées, mais on n'y a pas accès en état de conscience ordinaire. Par contre, dans un état de conscience relaxation, donc dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience, là on peut y avoir accès. Et donc retrouver ces enfants que nous avons été, qui ont vécu des expériences douloureuses, traumatiques, où des émotions se sont enquistées
et qui, à un moment donné, dans l'histoire de la personne, vont être réveillés. La plupart du temps, vont être réveillés par un événement, une situation qui a un point de ressemblance avec l'expérience traumatique initiale. Vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on puisse... Bien sûr. Par exemple, une personne qui, jusqu'à un âge d'une vingtaine d'années ou plus, vit normalement, et puis un jour, à l'occasion d'un voyage, passe dans un tunnel en montagne. Et à ce moment-là, fait une crise d'angoisse. Et a l'impression d'étouffer et qu'elle va mourir. En fait, le fait de passer dans ce tunnel vient réveiller, après, si on l'accompagne pour faire un travail, eh bien, on va s'apercevoir que c'est venu réveiller le vécu de sa naissance. Et où, lorsqu'elle était engagée dans la filière pelvienne, en fait, est restée coincée, a étouffé et a eu une expérience où, on va dire entre guillemets, ce bébé en train de naître a été confronté aux limites et a eu peur de mourir. Donc on a beaucoup de situations comme ça où dans la vie de la personne, un événement qui a un point de ressemblance avec l'expérience traumatique passée, donc qui peut être très ancienne, qui peut être de l'ordre de la naissance ou de l'ordre de la vie intra-utérine, va être réveillée. Mais en fait, c'est plus encore complexe que cela, parce qu'on pourrait se dire, mais alors, cet événement qui se produit dans la vie de la personne et qui réveille le foyer traumatique, c'est un peu lié au hasard. Donc on pourrait dire, il va être la cause du réveil du foyer traumatique. Mais en fait, on va pouvoir s'apercevoir qu'il est à la fois la cause, mais il est à la fois la conséquence. Parce que l'expérience traumatique initiale a fait que non seulement il y ait des émotions qui soient enquistées, mais aussi il y a comme ce que j'appellerais un champ énergétique qui se met en place à ce moment-là. Champ énergétique qui est comme quelque chose de l'ordre d'un émetteur-récepteur et qui donc tout au long de la vie de la personne, de façon très subtile, va aimanter des situations, des rencontres et va être aimanté par des situations et des rencontres particulières. Ce qui fait que l'événement de l'extérieur, dont on pourrait penser qu'il est déclencheur du réveil du foyer émotionnel traumatique, il a en même temps été induit par ce champ énergétique qui s'est mis en place et qui est resté enquisté au moment de l'expérience traumatique. Un peu comme un poste de radio, si on était un poste de radio et qu'on a réglé notre fréquence à 90 et tous les événements à 90, on va les attirer quelque part. Exactement comme cela. Et aussi donc être attiré par les événements à 90 et les personnes à 90 et réciproquement. Toutes les situations qui correspondent au trauma en fait. Tout à fait. Et donc dans la démarche thérapeutique, lorsque, justement, avec cet état modifié de conscience, la personne peut reconnecter un petit enfant, de la toute petite enfance, ou de la naissance, ou de la vie intra-utérine, à ce moment-là, l'accompagnement thérapeutique va consister à permettre à cette personne au travail d'apporter à cet enfant, ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir ce besoin absolument fondamental et vital de se sentir accepté, reconnu de façon inconditionnelle. Donc ça nécessite dans la guidance et l'accompagnement que la personne au travail puisse se différencier de l'enfant qu'elle retrouve. Et donc ça c'est... Pour cela, il y a un accompagnement particulier pour que la personne établisse
une véritable communication avec cet enfant qu'elle retrouve pour qu'elle puisse lui apporter cet amour inconditionnel. Et en fait, c'est cet amour inconditionnel-là qui permet à cette empreinte émotionnelle et à ce champ énergétique qui s'était mis en place à ce moment-là et qui continuait donc d'être présent dans la vie de la personne et qui est au travail, qui va pouvoir commencer à se dissoudre et donc permettre à la personne, on pourrait dire d'une part que dans les situations qu'elle rencontre et qui a ce point de ressemblance avec l'expérience traumatique, eh bien cet enfant gigogne et ce foyer émotionnel traumatique ne soient plus réactivés et ne prennent les commandes chez la personne, et aussi au niveau de ce champ énergétique qui ne va plus aimanter les mêmes situations, les mêmes rencontres et les mêmes événements. Et à partir de là, en sachant qu'après ce travail d'exploration au cours d'une première séance et l'apport de cet amour inconditionnel de la personne au travail vis-à-vis de l'enfant, on prévoit 4 ou 5 semaines après qui permettent un temps d'intégration et de libération aussi souvent des charges émotionnelles qui peuvent continuer de se libérer, de se dissoudre entre ces 2 séances. Un travail cette fois plus au niveau des empreintes qui sont liées aux croyances, à la vision du monde, de soi-même et des autres, qui en fait ont pu se mettre en place au cours de l'expérience traumatique qui a été retrouvée. Et donc ce travail permet à la personne de pouvoir se dégager, on pourrait dire presque de ce logiciel de fonctionnement qui s'est mis en place là, pour retrouver plus de liberté dans sa vie présente en n'étant plus sous, on pourrait dire, l'influence de ce logiciel initial à partir duquel, en fait, elle traitait les événements de sa vie, elle-même et les autres. Parce qu'effectivement, du coup, les croyances qu'on a de manière consciente, voire inconsciente, vont également formater notre vie et attirer à nous des situations qui valident, en fait, les croyances qu'on a. Totalement. Et quand c'est des croyances qui ne sont pas bénéfiques pour nous, on en pâtit en permanence. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y ait des croyances justes ou fausses, mais il y a juste des croyances qui peuvent être aidantes pour bien vivre, et des croyances qui sont limitantes. Et bien évidemment, dans les situations d'expérience de situations traumatiques, la plupart du temps, ce sont des croyances limitantes qui se mettent en place. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement de croyances limitantes, un exemple que vous avez peut-être pu rencontrer régulièrement, d'une croyance limitante, je ne sais pas, sur le travail ou sur les hommes, sur les femmes, sur les relations, qui fait que la personne répète toujours les mêmes situations inlassablement parce qu'en fait, elle avait cette croyance, mais peut-être qu'elle ne se rendait même pas compte d'ailleurs qu'elle avait cette croyance. Oh, bien, on pourrait dire une des croyances peut-être les plus générales et les plus limitantes, ça peut être je ne mérite pas qu'on s'intéresse à moi ou je dérange, je suis de trop. Et ces croyances-là qui sont très fréquentes sont véritablement en lien avec un marquage au cours de la vie intra-utérine. Par exemple, une personne qui va avoir la croyance je dérange, je suis en trop, qui va se faire très discrète, qui va toujours avoir l'impression de gêner ou de déranger les autres. Le marquage va pouvoir être qu'au cours de la vie intra-utérine, lorsque la maman, dans la situation dans laquelle elle était et qui pouvait pouvait pas en être autrement pour elle, en prenant conscience qu'elle est enceinte, voit par exemple ses projets d'avenir ou d'études tomber à l'eau, si je peux m'exprimer comme ça, et où cet état émotionnel dans lequel se trouve la maman à ce moment-là, et qui peut ne durer que éventuellement quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours, va pouvoir être
un marquage très important pour le bébé, qui va ressentir « Ah, je dérange ». J'empêche maman de faire ce qui était important pour elle. Comment est-ce que vous pensez que l'enfant peut percevoir ça, vu qu'a priori il n'a pas les capacités de réfléchir? Et comment vous, en fait, vous en êtes rendu compte dans votre expérience qu'effectivement ça venait bien de cette phase in utero? Tout simplement, déjà parce qu'en partant justement, si on prend l'exemple d'une personne qui est avec la croyance, je suis trop, je dérange, en partant de cela, déjà, dans le travail, en état modifié de conscience, ça va l'amener à un moment donné où elle se retrouve dans une situation qu'elle finit par identifier comme étant un moment de la vie intra-utérine, c'est-à-dire avec des sensations où elle a l'impression d'avoir des mains, des membres à peine formés, d'être comme un petit haricot, dans un environnement qui est comme une voûte ou une grotte ou quelque chose de cet ordre-là, et d'avoir l'impression de flotter, d'être... Personne identifie ce moment-là, et puis, peu à peu, se met à ressentir le vécu de ce bébé fœtus, au moment, par exemple, où la maman prend conscience qu'elle est enceinte, avec la perception et la conscience des ressentis et des émotions de la maman. Voire jusqu'à avoir la possibilité, en fait, de percevoir aussi, si on invite la personne, en fait, à faire sortir sa conscience du corps du bébé, et à se placer à l'extérieur, donc à avoir la possibilité de percevoir cette maman de l'extérieur, comme si elle avait été filmée avec une vidéo, et de percevoir là où elle peut se trouver, dans quelle situation. Très fréquemment, je retrouve des situations où très fréquemment, c'est une maman qui est assise sur le bord d'un lit ou sur une chaise, abattue, triste, les mains sur le ventre, et qui pleure, qui est désespérée, ou quelque chose comme ça. Et donc, se pose là la question, mais comment est-ce possible qu'une personne puisse avoir comme ça des perceptions et des souvenirs de quelque chose où, sensoriellement, ce bébé fœtus, qui n'était même pas encore fœtus, qui n'était qu'embryon, comment est-il possible qu'il y ait pu s'imprimer de telles images? Alors bien sûr, on pourrait dire, c'est l'imaginaire de la personne au travail qui est la cause de cela. Alors, éventuellement, dans certains cas, ça peut être le cas, mais dans tous les cas, dans des situations où des personnes ont pu aller vérifier après auprès de leurs parents ou auprès de membres de la famille, eh bien, ces perceptions vont s'avérer justes, comme tout à l'heure, avant qu'on commence cet entretien, je vous disais que là, j'ai eu très récemment une personne qui, dans le travail qu'elle avait fait, avait retrouvé une situation dans sa petite enfance, où elle avait vécu une expérience douloureuse dans une chambre avec un grand-père, et où elle avait vu les papiers peints de la chambre, la position du lit dans la chambre, et en allant questionner sa grand-mère, la grand-mère a confirmé que, effectivement, cette petite fille, quand elle venait en vacances chez les grands-parents, dormait dans cette chambre qui avait du papier peint d'une certaine façon, que le lit se trouvait à cet endroit-là quand elle allait faire la sieste. Donc, alors qu'elle avait quel âge? Alors qu'elle avait 1 an. 1 an, donc elle n'avait pas de souvenir consciemment de ça. Voilà. Et pareil pour des situations
que des personnes, alors c'est pas tout le monde, toutes les personnes que j'accompagne n'ont pas la possibilité de pouvoir aller vérifier, mais un certain nombre de personnes qui ont eu la possibilité d'aller vérifier, qui avaient retrouvé des détails très précis, ont pu se voir confirmer ces détails-là. Après, pour aussi éventuellement savoir si la personne reconnecte véritablement quelque chose qu'elle a pu vivre, on a aussi les réactions du corps. Si la tête peut inventer, le corps, lui, ne ment pas. C'est-à-dire que les charges émotionnelles qui sont enquistées au niveau cellulaire et au niveau du corps. Et bien souvent, lorsque les personnes reconnectent une expérience traumatique, il y a une abréaction, une libération aussi au niveau physique et au niveau du corps. Ça peut être quel genre de réaction ? Des réactions qui sont les réactions et les comportements que l'enfant a pu avoir, autant quelque chose qui peut être dans certaines situations de l'ordre de la pétrification dans laquelle se trouve l'enfant, en particulier dans des situations de passage à l'acte d'ordre sexuel, d'adultes sur des enfants, ou de peur, ou de position que la personne prend, de position fétale. Par exemple, des personnes, et c'est assez fréquent pour des personnes d'un certain âge, des personnes qui retrouvent, par exemple, des situations de tentative d'avortement. C'est quelque chose d'assez impressionnant de comment la personne décrit, sans forcément au début avoir conscience qu'elle est dans l'utérus. Mais où elle dit « Oh, je me recroqueville, je suis tout petit, je me recroqueville dans un coin, tout en haut, là, il y a quelque chose qui menace, qui me fait peur, quelque chose de pointu, de froid. » Voilà. Et où il est fréquent donc que la personne, à ce moment-là, physiquement, accompagne totalement au niveau du corps ce qu'elle est en train de décrire. Et d'ailleurs, en n'ayant même pas véritablement conscience de ce qui se passe à ce moment-là au niveau de son corps. Alors moi j'ai une question parce que pour les personnes qui n'ont pas fait forcément un travail thérapie classique ou d'exploration d'elles-mêmes, comment elles peuvent savoir si les symptômes qu'elles semblent avoir vus d'elles, ça peut être dans des situations au travail ou dans des comportements amoureux ou relationnels avec la famille, etc. Comment elles peuvent savoir que là, il y a quelque chose et que c'est peut-être lié à quelque chose au niveau du fœtus? Parce que parfois, l'inconscient, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, fait des cabrioles et finalement, on a une situation en bout de chaîne qui ne ressemble plus vraiment à la situation initiale de trauma. Donc, quels sont les symptômes qui peuvent alerter sur des traumas qui remontent à très loin et qui en fait en sont juste l'expression? Disons que le moyen de repère qui permet d'une certaine façon de savoir qu'il y a un foyer émotionnel traumatique qui est réveillé ou un enfant gigogne qui est réveillé, c'est cette expression que, on pourrait dire, chacun de nous, à un moment ou à un autre, nous avons pu utiliser, et qui est « Oh, dans cette situation-là, alors que je sais bien que je ne devrais pas réagir comme ça, je sais bien qu'il faudrait que je fasse autrement, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. » Déjà, ça, c'est un indicateur qu'il y a une expérience passée très ancienne qui a été vécue de façon traumatisante et que donc un enfant gigogne à certains moments est réveillé. Et après, d'une certaine façon, on peut dire que en ce qui concerne tous les symptômes qu'on peut être amené à rencontrer, les symptômes vraiment au sens très large, ils ont, de mon point de vue, par rapport à ce que j'ai pu observer, tous leur origine au cours de la vie intra-utérine, au travers des marquages qui ont pu se faire au cours de la vie intra-utérine, avec des moments extrêmement importants de la vie intra-utérine, qui sont le moment de la relation sexuelle fécondatrice, qui donne lieu à la conception de l'enfant. Donc,
tout l'état émotionnel de chacun des membres du couple, de chacun des parents, dans ce moment-là extrêmement important. Ça donne déjà une empreinte? Bien sûr, d'accord. Oui. Et que beaucoup de personnes, à un moment donné, peuvent retrouver. Un enfant, à un moment donné, qui va être conçu alors que, par exemple, la maman, dans la relation qu'elle peut avoir avec son compagnon ou sa partenaire, vit ce moment-là, non pas comme un moment de relation amoureuse, mais comme une situation de viol, et qui bien souvent vient réveiller un viol pour cette personne au cours de son enfance, bien évidemment, ça va pouvoir être un marquage extrêmement important là que l'enfant qui va naître de cette relation va porter et qui va l'influencer dans son histoire. J'ai été amené à rencontrer, par exemple, des hommes qui, dans leur vie sexuelle avec leur compagne, étaient confrontés à une vision de leur sexualité comme étant une vision où ils allaient faire mal, une vision destructrice envers leur compagne et qui se trouvait limitée dans leur vie sexuelle et amoureuse. Et un autre moment qui va être extrêmement important dans tout le déroulement de la vie intra-utérine, c'est le moment de la prise de conscience par la maman qu'elle est enceinte. Et l'émotion dans laquelle elle va se trouver à ce moment-là. Même si c'est une émotion qui va durer que quelques heures ou quelques jours, et qui après va être oubliée par elle, et où la première émotion c'est quelque chose qui est de l'ordre de la catastrophe pour elle. Quelques jours après, elle peut être très contente d'être enceinte, en fait, parce qu'il y a des choses qui sont organisées dans sa représentation. Mais ce moment-là où elle a une émotion de peur ou de désarroi va pouvoir être un marquage important pour le bébé fœtus. Et donc, après, orienter et déterminer la façon même dont le bébé va pouvoir naître. Et on pourrait dire que le moment de la naissance est déjà une répétition des marquages qu'on a eus au cours de la vie intra-utérine. Et généralement, dans ce que j'ai pu observer, c'est que un enfant qui, au cours de la vie intra-utérine, pour quelque raison que ce soit, qui ne se sent pas accepté et attendu pour ce qu'il est, parce qu'il perçoit qu'il est attendu comme garçon alors qu'il est fille, qu'il est attendu comme fille alors qu'il est garçon, qu'il n'est pas attendu du tout et qu'il dérange, ou qu'il est attendu pour remplacer un enfant qui n'a pas survécu au cours d'une grossesse précédente ou au cours de la naissance, ou venir remplacer un membre de la famille âgé qui est décédé. Tous ces marquages-là vont faire que, d'une façon ou d'une autre, le bébé fœtus va appréhender la confrontation, en fait, et la rencontre physique avec ses parents. Et donc faire que la naissance va, la plupart du temps, être difficile et douloureuse pour ce bébé, et qui va pouvoir après amorcer et amplifier, en fait, un peu comme faire que la poupée gigogne suivante va avoir les mêmes caractéristiques que cette toute première petite poupée. Un peu comme en hiver, lorsqu'il y a de la neige, vous prenez une
toute petite boule de neige et vous la roulez dans la neige et au fur et à mesure que vous la roulez, elle devient de plus en plus importante jusqu'à pouvoir faire un immense rouleau de 1 mètre ou plus de diamètre. Et est-ce que des circonstances extérieures à l'enfant peuvent l'influencer? Par exemple, si une mère vit un deuil de sa mère, sa propre mère, son père, la tristesse qu'elle va éprouver par exemple par rapport à ce deuil, est-ce que l'enfant va aussi le prendre pour lui ou pas? Est-ce que c'est le même? C'est exactement pareil, c'est-à-dire que l'enfant au cours de la vie intra-utérine perçoit toutes les émotions de la mère. Alors, quand je dis perçoit, c'est pas avec les mêmes supports de perception que nous, on peut percevoir. C'est pas à un niveau sensoriel, mais c'est beaucoup plus à un niveau énergétique. Et si la maman est confrontée au décès, par exemple, d'une personne proche dans sa famille et qu'elle se trouve très triste, le bébé va totalement ressentir, être imprégné de cette tristesse et va pouvoir, on pourrait dire émotionnellement, la comprendre comme je fais de la peine à maman ou je rends triste maman. Il prend pour lui des choses dont il n'est pas l'origine. Donc qui ne lui appartiennent pas. Et la seule chose ce que j'ai pu constater, alors on pourrait se dire, mais alors c'est terrible, il n'y a pas d'issue, on peut que vivre des expériences traumatiques au cours de la vie intra-utérine, et ça, comment dire, profondément inquiéter les mamans qui peuvent être enceintes, et presque les amener à se dire mais il faut que je me mette dans une situation où rien se passe. Donc bien sûr, c'est pas du tout ça l'objectif. En fait, là, ce qui fait qu'une expérience va être vécue de façon traumatique, quel que soit le moment de la vie, c'est la signification que cela prend et en fait le manque d'information. Et donc, j'ai pu constater dans des situations comme ça que si lorsque la maman, qui est confrontée à tous les événements de la vie qui peuvent se produire et qu'on ne peut pas contrôler, si lorsque la maman qui est enceinte est confrontée au décès d'un de ses parents, et où tout à fait normalement et humainement elle va ressentir de la tristesse, c'est pas ça le problème fondamental. Ce qui va être important, c'est que cette maman, en fait, puisse parler à son bébé et lui expliquer qu'elle est en train d'être triste parce que son papa ou sa maman à elle est décédé et qu'elle est triste et que cette tristesse n'a rien à voir avec son bébé qui est en elle et qu'elle continue de l'aimer et qu'il continue d'être important pour elle. C'est-à-dire permettre à ce que cette maman puisse mettre des mots justes sur les émotions qu'elle est en train de vivre. Et c'est ce que je présente dans mon livre Tout se joue avant la naissance. En fait, c'est un peu ce que disait Françoise Dolto après la Seconde Guerre mondiale, où elle parlait aux bébés. Et en fait, vous dites, même in utero, il faut déjà leur parler. Totalement. In utero et dès l'idée d'en avoir. Oui, tout à fait. Dans la mesure où, bien évidemment, si on a une représentation de l'embryon et du bébé fœtus qui est uniquement une représentation physique, physiologique, biologique, c'est incompréhensible. Mais si on ouvre notre cadre de référence et que l'on conçoit que nous ne sommes pas que des êtres physiques, biologiques, mais des êtres aussi énergétiques et de conscience, alors cette conscience, elle est déjà là, présente dès le moment de la relation sexuelle fécondatrice. Et alors, vous pouvez me dire, mais comment on sait cela? Qu'est-ce qui permet de savoir cela?
ce que j'ai trouvé très intéressant en accompagnant les personnes dans ces situations-là, avec ce qu'elles pouvaient retrouver, les manifestations qui pouvaient se produire, entre autres cette capacité à avoir des informations pendant la période de la vie intra-utérine, avoir des informations où les personnes voient des situations qui se produisent pour les parents ou la maman, alors qu'ils sont dans le ventre et que... Bon. Il y a un parallèle que j'ai pu faire avec les descriptions qui sont faites de ce que l'on appelle les expériences de mort imminente. Oui. À savoir donc des personnes qui, dans des situations d'opération ou d'accident, sont reconnues comme mortes cliniquement. Il n'y a plus rien qui fonctionne, ni au niveau du cerveau, ni au niveau du cœur, ni au niveau de la respiration. Donc, totalement hors service physiquement. Et ces personnes vont être ramenées, réanimées. Et donc des descriptions assez fréquentes maintenant et de plus en plus que peuvent faire ces personnes qui vont décrire des choses qu'elles ont perçues pendant ce temps-là et donc décrire ce que le personnel soignant a pu dire ou ce qui s'est passé dans la situation de l'accident où la personne était donc inanimée, ce qui a été dit, ce qui s'est passé. Et même dans des pièces à côté. Dans des pièces qui peuvent être à côté, voire à des dizaines de kilomètres. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une conscience qui est présente et qui a des capacités de perception en fait bien plus importantes et bien plus larges que nos perceptions sensorielles habituelles. Parce que ces perceptions, en fait, on pourrait dire, elles sont très larges et peuvent, comment dire, elles sont omniscientes. Ouais. Hein. Et donc, c'est exactement le même phénomène qui se produit pour ces personnes qui travaillent et qui retrouvent ces expériences traumatiques de la petite enfance. Et donc à partir de là, pour moi, l'hypothèse, c'est que dans ces moments-là, on pourrait dire, de la vie intra-utérine, et où on pourrait appliquer cette loi d'une certaine façon, où plus le corps physique est petit et encore peu développé, plus la conscience est large. Et plus le corps physique se développe, et plus la conscience se rétrécit. Bien évidemment, justement, dans les états modifiés de conscience, alors il y a la possibilité pour cette conscience de retrouver tout son on pourrait dire, potentiel initial. Et on pourrait dire c'est à partir de cette hypothèse que je fais, de ce lien entre les expériences, ce que l'on peut observer avec les expériences de mort imminente et les états de conscience qu'il peut y avoir dans ces moments-là, ou aussi les expériences de sortie de corps qui ont été très bien décrits par Sylvie d'Étiolaz en Suisse avec tout son groupe de travail et aussi par Jean-Jacques Charbonnier qui est un anesthésiste, un urgentiste et qui a eu l'occasion de faire beaucoup d'observations et de recueillir beaucoup de témoignages de ce type-là. Et donc, cela tend à prouver qu'au cours de la vie intra-utérine, il y a cette conscience-là très large qui est présente et qui fait que, justement, tout ce qui se passe pour la maman va pouvoir, et le papa lorsqu'il est là, et l'environnement, on pourrait dire, de la maman, va être très facilement reçu et imprégné par le bébé fœtus. Et qui va pouvoir après
justement orienter le déroulement de la vie de la personne. Si, justement, ce qui est vécu et ce qui s'imprime dans l'instant comme cela n'a pas la possibilité d'être régulé et rectifié par la parole de la maman et par les mots justes de la maman. Sachant que, bien évidemment, là encore, ce ne sont pas le sens des mots que la maman va utiliser qui vont être importants, mais l'énergie qui va être portée par ces mots. C'est-à-dire que les mots vont structurer d'une certaine façon le champ énergétique de ses émotions et de ses pensées qui va pouvoir être reçu et perçu par le bébé fœtus, ou l'être fœtus, on pourrait dire, dans ce moment-là. Donc en fait, on a l'impression que finalement, in utero, c'est là où le bébé est le plus sensible, ultra sensible à tout. Et ensuite, il y a la naissance, et même les bébés sont encore extrêmement sensibles, etc. Totalement. Et plus on grandit, plus cette conscience-là, très large, se rétrécit. Donc en fait, plus on est petit, plus les événements sont marquants. Plus on est extrêmement sensible, perméable et réceptif. Alors du coup... Alors que justement, pendant longtemps, on a pensé que c'était exactement le contraire, puisque les organes pas formés, les sens pas encore véritablement fonctionnels, même si on sait maintenant que à partir du 5e mois, le bébé perçoit, par exemple avec l'aptonomie, on sait que le bébé réagit, etc., et que les sens commence à être fonctionnel et que le bébé perçoit des bruits, perçoit le contact, mais il n'y a pas que cela. Le champ de conscience du bébé fœtus est énormément plus large. Et c'est ce qui fait que justement, il va y avoir la possibilité de marquage aussi important. Alors du coup, un dernier conseil pour toutes les mères qui sont en train de culpabiliser et de s'en faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les femmes qui sont enceintes ou qui ont un projet d'enfant pour justement qu'elles puissent parler à leur bébé et que leur bébé soit le moins, entre guillemets, impacté par les traumas éventuels qui peuvent arriver? La première chose, c'est que déjà, on ne sait pas à l'avance ce qu'un événement va pouvoir produire. C'est-à-dire que dans ce que je suis en train, ce que je viens de décrire, ce sont des observations qui ont été faites a posteriori, c'est-à-dire à partir d'un symptôme. Et alors, ce que l'on peut affirmer d'une certaine façon, c'est que pour tel ou tel symptôme, on va pouvoir retrouver une expérience traumatique de telle ou telle nature. Par contre, on ne peut absolument pas savoir, lorsqu'il se produit une expérience de nature, par exemple, une maman qui est confrontée à une grande tristesse du fait d'un décès de quelqu'un dans sa famille, on ne sait absolument pas si ça va pouvoir avoir un impact limitant pour le bébé ou pas. On ne peut pas le savoir à l'avance. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc ce n'est pas quelque chose de systématique. Maintenant, il y a une possibilité. Et donc, si des mamans sont confrontées à des événements qui font que émotionnellement c'est difficile pour elles, mais y compris de se retrouver enceinte alors que ce n'était pas le moment pour elle, d'être désemparée, d'avoir à un moment donné envisagé d'avorter. C'est pas forcément quelque chose qui va être traumatique, surtout si à ce moment-là, en prenant conscience de cela et en acceptant d'être avec ces émotions qui sont tout à fait humaines et légitimes, parce que pour une maman, à certains moments de sa vie, se retrouver enceinte, ce n'est pas forcément le moment qui est le plus approprié, le mieux pour elle, ou que ce n'est pas le moment du tout.
c'est tout à fait normal de ressentir les émotions qui vont avec cela, et juste le fait de parler au bébé, ou à l'embryon, au moment où la maman prend conscience qu'elle est enceinte, et de mettre des mots justes, de dire que effectivement elle est confrontée à de la tristesse, parce que pour elle, elle n'avait pas envisagé à ce moment-là d'être enceinte ou d'avoir un enfant, et que les émotions de tristesse ou de peur qu'elle ressent, ces émotions lui appartiennent, et qu'elles n'appartiennent pas à ce bébé, à cet être qui est là, et que ça n'a rien à voir, et que ce n'est pas un rejet de l'être, de la personne, l'être qui est là présent, mais que c'est juste en lien avec son histoire à elle. Et ce sont des choses donc que je présente, que je développe dans mon livre « Tout se joue avant la naissance », et y compris dans des situations où une maman qui se retrouve enceinte fait le choix d'avorter. Et quelle démarche avoir par rapport à ce bébé pour lui expliquer, et pour lui expliquer que ce choix que la maman fait, lui expliquer qu'elle n'est pas prête à accueillir cet enfant qui a choisi de venir, qu'il y a eu comme un malentendu, et l'inviter, cet être, l'inviter à quitter cette enveloppe qu'il est venu habiter. Et c'est quelque chose qui, non seulement bien évidemment va pouvoir être important pour cet être qui est là, peu importe qu'on l'appelle embryon, fœtus, et aussi bien évidemment pour la maman, pour la femme qui va pouvoir faire un travail qui va lui permettre de se dégager de toute la culpabilité qui peut très facilement s'insinuer dans une telle démarche. Donc la clé, on pourrait dire, elle est vraiment pour toutes les mamans enceintes de ne pas se préoccuper de la nature des événements qu'elles peuvent vivre, parce que ça fait partie de la vie, il y a des choses qui sont agréables, d'autres choses qui sont désagréables ou très douloureuses, mais juste ce qui est important, c'est de prendre le temps d'en parler au bébé, en étant avec la représentation que ce bébé, ou même si c'est qu'un tout petit embryon, qu'il a la capacité de percevoir et d'intégrer les pensées et les émotions qui sont formulées avec des mots justes par la maman. Et c'est ça la clé.